Le fait politique du moment, c'est évidemment l'affaire Epstein. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir en détail sur le contenu et les liens du réseau Epstein, car ce travail a déjà été fait. Je vais plutôt me poser les questions suivantes. Au vu des réactions enflammées de ces derniers jours, a-t-on réellement compris le nœud de l'affaire ? Que nous révèle en réalité cet épisode sur la nature et les activités des réseaux de pouvoir ? Et au final, que tirer de cette affaire sur le plan politique ? Depuis la diffusion le 30 janvier 2026 de 3 millions de documents issus des dossiers Epstein, nous assistons à un déchaînement de réactions sur les réseaux sociaux. On dirait que tous les internautes américains et européens se sont subitement intéressés au sujet, alors que Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019 et que beaucoup de choses avaient déjà été dites sur cette affaire. Il y a au moins 2 raisons à cette profusion de commentaires. D'abord, les fichiers diffusés récemment sont très nombreux et contiennent énormément de noms de politiciens, d'hommes d'affaires, de journalistes et autres célébrités. Il y a donc un effet de masse assez spectaculaire. De surcroît, ces personnalités se répartissent sur tout le spectre politique. Certains portent l'étiquette de gauche, d'autres l'étiquette de droite, mais à peu près toutes les nuances politiques sont mentionnées dans les fichiers. Cette universalité du réseau Epstein crée immédiatement l'image d'une connivence de classe, celle d'un groupe de privilégiés qui s'adonnent dans la journée à des activités théâtralement antagonistes, avant de se retrouver le soir pour partager des activités illégales à l'abri des regards populaires. Ensuite, la nature même de ces activités rend l'affaire très sensible. Sur la base des documents publiés, très peu de personnes mentionnées sont attaquables pour des faits explicitement illégaux. Néanmoins, certaines ont eu des échanges avec Epstein qui suggèrent des faits de trafic de femmes en vue d'activités sexuelles, voire, dans certains cas beaucoup plus rares, de pédocriminalité. Il ne s'agit donc pas de détournement de fonds, d'escroquerie ou de corruption, comme dans d'autres affaires. L'affaire Epstein-Maxwell touche une corde très sensible car elle suggère l'existence d'une classe de nantis capable de transgresser toutes les normes et toutes les lois jusqu'à s'attaquer aux plus faibles, en l'occurrence les enfants. On peut donc comprendre les réactions outrées depuis le 30 janvier. Il y a quelque chose d'anthropologiquement très malsain dans l'affaire Epstein-Maxwell et l'accès aux emails l'a révélé au grand public. Toutefois, pour que ces réactions ne deviennent pas contre-productives, il est important d'éviter un certain nombre d'erreurs qu'on pourrait qualifier de surréactions. Je vais en mentionner rapidement 3 qui prennent de la place sur les réseaux sociaux et dont il faut se débarrasser si l'on veut garder l'espoir d'y voir clair. La première, c'est l'indignation théâtrale. Beaucoup de comptes sur les réseaux réagissent bruyamment à cette affaire avec, en tête, un objectif clair, générer de l'engagement à peu de frais. Il n'y a rien de plus facile en effet que d'exclamer son indignation sur le sujet de la pédocriminalité. Car ce n'est pas le volet moral qui est complexe et risqué sur ce sujet, c'est le volet politique. Nous avons tous l'intuition fondamentale que ces actes sont graves, hautement répréhensibles et contraires à la civilisation. Et nous ne courons absolument aucun risque à le dire, puisque tout le monde est d'accord, au moins publiquement. Ce qui est difficile, en revanche, c'est d'expliquer les liens entre la pédocriminalité et la finance ou la politique. Car pour cela, il faut faire un travail d'identification des personnes impliquées, ainsi que des réseaux et des visions du monde qui sont à l'œuvre. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. En réalité, celui qui se détourne de ce travail honnête et laborieux d'identification de l'ennemi pour le remplacer par l'indignation morale a souvent pour objectif principal de signaler sa vertu et de récolter l'assentiment public. Il y a souvent quelque chose de très narcissique dans l'indignation publique. Deuxième surréaction, l'ardeur des convertis. La première condamnation d'Epstein a eu lieu dans les années 2000, et sa dernière arrestation puis sa mort en 2019. Autant dire que l'affaire n'est pas nouvelle. Quant au fichier publié il y a quelques jours, il ne change absolument pas la nature de l'affaire dont on savait déjà l'essentiel. Il ne change d'ailleurs même pas son degré ou son ampleur, puisqu'on savait également déjà que le réseau Epstein-Maxwell s'étendait sur plusieurs pays et même plusieurs continents. Au mieux, ces fichiers apportent des indices supplémentaires sur l'identité des personnes impliquées et sur des hypothèses déjà formulées depuis longtemps. Alors bien sûr, on ne peut pas en vouloir à ceux qui ont découvert ce sujet la semaine dernière de manifester bruyamment leur stupéfaction. Tout au plus peut-on leur demander de continuer à s'intéresser à cette affaire, si possible en gardant leurs émotions pour eux, et les encourager à creuser certains aspects sur la durée. Un peu comme pour les convertis dans le domaine religieux. Votre énergie est tout à votre honneur, mais attention à ne pas la dissiper entièrement dans des éléments de surface. Mieux vaut un engagement discret, continu et patient sur le long terme, qu'une réaction enflammée et éphémère qui mènera rapidement à votre épuisement et à celui des autres. La troisième surréaction omniprésente sur les réseaux sociaux est une sorte de synthèse des 2 premières, et conduit à des antagonismes assez pathétiques.
Certains, en effet, font preuve d'une indignation et d'une ignorance telle qu'elle les pousse à accuser ceux qui réagissent de manière plus nuancée de sympathie envers les activités du réseau Epstein. Je caricature à peine en disant que si vous n'êtes pas en train de hurler au satanisme et de réclamer la peine de mort pour toute la classe politique, vous passez aux yeux de certains dans la catégorie suspect, parfois même dans la catégorie complice, voire directement dans celle des criminels. Il faut comprendre que rien de tout cela n'est sérieux, et qu'au contraire, ce genre de réaction mène à une extinction très rapide du sujet. Rejeter comme immorales des analyses qui visent simplement à apporter des nuances pour arriver à une compréhension plus fine de la situation relève en réalité de l'imposture et du mensonge, puisque cette position conduit au final à masquer la complexité du monde réel et donc à nous empêcher de comprendre réellement ce qui se passe. Si l'on prend un peu de recul, que nous disent ces différentes surréactions sur l'état des sociétés occidentales ? L'une des conclusions que l'on peut en tirer est la déconnexion à peu près totale entre ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux et ceux qui font partie des cercles de ce qu'on appelle l'hyperclasse, voire même du monde bourgeois tout court. Il y a, dans la population générale, une ignorance profonde de la mondanité et du pouvoir, et cette ignorance alimente une vision complètement infantile du monde politico-financier. Or, pour se donner les moyens de l'action politique, il est important de poser dans un premier temps un regard lucide sur l'univers du pouvoir et arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut donc rappeler une première chose sur Epstein et Maxwell. L'une de leurs fonctions premières dans l'appareil politico-financier ne consistait pas à organiser des orgies pédosatanistes, mais à mettre des gens en relation. Ils étaient d'abord des accélérateurs mondains, que l'on fréquentait surtout pour accéder à certaines personnes et à la haute société d'une manière générale. De ce point de vue, et comme l'a déclaré innocemment l'ex du prince Andrew, Victoria Hervey, être mentionné dans les dossiers Epstein est en réalité flatteur, car ça veut dire qu'on fait partie du gratin. Et la mondanité fonctionne effectivement sur ce ressort. On veut en être, déjà, pour en être, et pour marquer ainsi sa différence avec ceux qui n'en sont pas. Et puis, bien sûr, pour les plus ambitieux, accéder à ce monde, c'est aussi la confirmation qu'on fait partie des gens qui pèsent, c'est-à-dire du cercle restreint de ceux qui possèdent quelque chose d'exclusif, qu'on ne retrouve pas dans la population générale et dont des individus puissants ont besoin. Maintenant, il est important aussi de faire un petit rappel autour des activités sexuelles des réseaux de pouvoir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'omniprésence de la sexualité dans l'affaire Epstein n'a rien d'une anomalie. Croire qu'il s'agit d'une dérive d'une petite partie de l'hyperclasse, c'est se tromper sur la nature humaine. Car cette sexualité débridée est justement l'une des raisons fondamentales pour lesquelles ces hommes et ces femmes souhaitent appartenir à ces cercles restreints et puissants, précisément pour accéder à ce genre de possibilités. Je vais le dire simplement en schématisant pour aller à l'essentiel. Pour les hommes, accéder à la richesse, au pouvoir et au réseau d'élite est le moyen d'accéder aux femmes jeunes et belles. Pour les femmes, accéder à ces réseaux est le moyen d'accéder aux hommes puissants. De ce point de vue, le comportement des élites épouse parfaitement la réalité bien comprise du désir masculin et du désir féminin. Cet appétit sexuel n'illustre donc pas une dérive, mais une nature communément partagée avec l'humanité entière. En revanche, ce qui n'est pas partagé par le reste de la population est la tendance de certains groupes à rompre les barrières que la civilisation place autour du désir pour l'encadrer. Cette distinction et cet antagonisme entre civilisation et désir sont essentiels, donc je vais m'arrêter dessus un instant. Pour bien le comprendre, prenons l'exemple du désir sexuel masculin. Le désir brut de l'homme se tourne vers les femmes les plus jeunes. Non pas les filles, mais les femmes. Dès qu'une fille devient une femme sur le plan physique, les hommes sont potentiellement attirés par elle. Et ce, peu importe son âge. Si elle a physiquement l'apparence d'une femme, c'est-à-dire très concrètement si elle a des seins et des hanches, elle devient potentiellement un objet de désir pour l'homme. Ça, c'est la réalité du désir masculin brut, c'est-à-dire sur le plan purement animal, hors de toute considération civilisationnelle. Cette réalité, tout le monde la connaît, et ceux qui prétendent le contraire, hommes ou femmes, sont des menteurs. Mais le fait que le désir brut fonctionne de cette manière ne valide pas pour autant son assouvissement sans condition. Car la civilisation, justement, ajoute autour du désir une couche de protection normative destinée à l'encadrer et à le limiter. Certaines filles sont, certes, devenues des femmes sur le plan physique, mais ne sont pas encore majeures sur le plan psychologique et civil, c'est-à-dire pas encore considérées comme éclairées et consentantes, ou, pour le dire simplement, pas encore mentalement adultes. C'est pour cette raison qu'un ensemble de lois, de règles et de principes moraux transmis par l'éducation interdisent aux hommes adultes d'avoir des relations sexuelles avec elles. Dans l'écrasante majorité des cas, l'éducation suffit à imposer une barrière automatique, spontanée et totale.
Dans les cas contraires, la justice se charge, ou plutôt est censée se charger, de remettre les criminels dans le droit chemin. Pour rappel, dans l'affaire Epstein, les victimes reconnues par la justice américaine avaient entre 14 et 18 ans, et nous sommes donc précisément dans ce cas. Ça ne veut pas dire que le réseau n'a pas impliqué de filles beaucoup plus jeunes, mais simplement qu'en toute probabilité, l'essentiel du trafic consistait à fournir des jeunes femmes situées dans cette tranche d'âge particulière, au cours de laquelle leur physique les rend potentiellement désirables aux yeux des hommes, mais où la civilisation est censée verrouiller le désir et empêcher le passage à l'acte. Or, l'une des particularités de certains cercles de pouvoir est justement de s'autoriser à transgresser ces barrières civilisationnelles et à laisser libre cours à toutes les formes brutes du désir sexuel sans aucun frein. C'est ce qui s'est passé dans le cas du réseau Epstein. Des membres d'un cercle mondain se sont octroyés le droit d'avoir des relations sexuelles avec des gamines de 14 ans. On peut tout de même remarquer que toutes les communautés d'élite ne sombrent pas dans ces comportements contraires à l'architecture morale de la civilisation. Et le nœud le plus intéressant de l'affaire Epstein-Maxwell, à mon avis, est précisément celui-ci. Pourquoi certains cercles de pouvoir se livrent-ils à ce genre de transgression et pas d'autres ? Pourquoi observe-t-on, par exemple, une surreprésentation de ces affaires sordides en Occident, et particulièrement aux États-Unis et en Europe de l'Ouest ? Pour répondre à ces questions, il faut dépasser les surréactions que j'évoquais au début de la vidéo et revenir dans le sérieux de la politique. Le travail politique ne consiste pas à dénoncer bruyamment des fusibles. Ça défoule, et Jack Lang mérite tout à fait son sort, mais objectivement, ça ne sert pas à grand-chose sur le plan politique. Mettre un Jack Lang ou un Cohn-Bendit en prison à plus de 80 ans, c'est comme extraire un glaçon de la surface d'un iceberg. Ça ne va pas transformer le paysage. Ce qui est plus prioritaire, c'est de décrire des réseaux, de les identifier par leurs caractéristiques spécifiques, de comprendre ce qui les structure sur le plan idéologique, d'articuler tout cela avec les enjeux politiques, médiatiques, financiers et même historiques qui traversent les sphères de pouvoir, et ce afin de désigner proprement et complètement l'ennemi. L'ennemi, pour la faire courte, c'est celui qui, plus que tous les autres, infléchit la trajectoire de l'Occident depuis des décennies et l'envoie tout droit vers les portes de l'enfer. Cette tâche d'éclairage public est essentielle pour tous ceux qui souhaitent non pas simplement s'agiter de manière narcissique sur les réseaux sociaux, mais se mettre en mesure un jour, lorsque l'ennemi sera pleinement identifié et compris, d'actionner des leviers pour conquérir le pouvoir. C'est un travail de plusieurs générations, qui dure d'ailleurs depuis longtemps, et qu'il faut continuer, que ce soit par réel espoir de victoire ou par principe moral. Ces dernières années, ce travail d'identification du réseau Epstein-Maxwell et de ses liens avec d'autres structures de pouvoir a été réalisé notamment par l'excellente revue Faits et Documents. J'invite donc tous ceux qui veulent sortir de l'écume de l'actualité et s'intéresser à la politique réelle à se plonger par exemple dans les 11 numéros du livre noir de Jeffrey Epstein, publié par la revue en 2019 et 2020. Et si vous préférez les analyses audio ou vidéo, il existe de nombreux contenus disponibles sur Internet. Mais les deux personnes qui me semblent mettre le doigt sur l'essentiel de l'affaire avec le plus d'acuité et établir des nuances politiquement déterminantes sont Alain Soral pour les francophones et Nick Fuentes pour les anglophones. Quelle est donc la substance essentielle de l'affaire Epstein, mise en lumière par les sources que je viens de citer, et quels enseignements politiques peut-on en tirer ? Pour ne pas réinventer la roue, je vais simplement citer la revue Faits et Documents, qui, par la plume de Xavier Poussard à l'époque, proposait un résumé assez clair de l'affaire dans son numéro 505 de février 2022. Je cite. Le dossier comporte 3 degrés de compréhension. Le premier, le niveau MeToo, fait de l'affaire Epstein le symbole de l'abus de pouvoir envers les femmes au sein de l'hyperclasse. Le deuxième, le niveau Mossad, mis en lumière par le fait que les ébats sexuels étaient filmés, a révélé une gigantesque opération de chantage menée par une équipe constituée du temps de Robert Maxwell, le super espion d'Israël. Le troisième, le niveau Mega Group, porte le nom du club de ceux qui sont apparus comme les financiers de cette opération, fournissant ainsi à Epstein un train de vie digne de celui d'un Bernard Arnault ou d'un Jeff Bezos. Prétendant défendre les intérêts du peuple juif et d'Israël, ce groupe d'oligarques espérait ainsi accroître, par un système de corruption et de chantage, son contrôle sur l'Occident. Fin de citation. Dans la lignée de ce résumé, je voudrais donc pour finir souligner 2 aspects essentiels à retenir de cette affaire. Le premier est celui du chantage. Les services proposés par Epstein et Maxwell constituaient des couteaux à double tranchant. Ils permettaient de transgresser les normes et les lois en matière de sexualité, mais finissaient aussi potentiellement comme couteau sous la gorge si les participants prenaient des décisions contraires à certains intérêts politiques et financiers à la source du réseau. Comprendre ce levier est extrêmement important. Tous les réseaux proposent des services, mais tous n'ont pas le même pouvoir de nuisance envers ceux qui, soudain, souhaitent s'éloigner du réseau. Le réseau Epstein
n'était donc pas qu'un super LinkedIn ou un club mondain libertin, c'était avant tout une mafia qui a su exploiter l'appétit de puissance de nombreuses personnalités pour actionner des leviers au service d'intérêts très précis. C'est ce qui nous amène au second point. Le second élément fondamental de cette affaire, l'éléphant communautaire dans la pièce, c'est la surreprésentation spectaculaire des Juifs et des intérêts israéliens dans le réseau Epstein. Leslie Wexner, Leon Black, Robert Maxwell, Shimon Peres, Ehud Barak, Benny Shabtai, Alan Dershowitz, Alan Greenberg, Charles Bronfman, Larry Summers, Ariane de Rothschild. Toutes ces personnalités juives étaient ou des financiers d'Epstein, ou des collaborateurs professionnels directs, ou des membres de son entourage qui lui ont présenté d'autres personnes, lui ont fait des propositions de partenariat, ou ont directement facilité ses différentes activités. Le réseau Epstein-Maxwell était fortement judéo-centré. Ça ne fait pas de lui un réseau criminel, bien sûr, mais cette caractéristique évidente lui confère une dimension qu'il est impossible d'ignorer si l'on souhaite comprendre cette affaire et, plus généralement, si l'on souhaite comprendre les réseaux de pouvoir en Occident. L'une des questions qui vient naturellement, par exemple, est celle de savoir s'il existe un lien entre la vision judéo-israélienne de ces élites et leur propension à enfreindre sans retenue un certain nombre de règles morales de la tradition occidentale. On notera au passage que cet aspect juif de la question Epstein est particulièrement sous-représenté dans les discussions sur les réseaux sociaux, y compris, et peut-être d'abord, chez les plus grands apologètes de la pureté morale. Rien d'étonnant à cela en réalité, puisque passer de la dénonciation indignée du satanisme des élites à la description informée de réseaux juifs est ce qui fait passer du commentaire confortable à la publication un peu plus risquée. C'est aussi ce qui permet de passer enfin à la politique proprement dite, et il faut donc encourager tout le monde à complexifier l'analyse dans ce sens. En conclusion, oui, l'affaire Epstein est d'une très grande importance politique, et il est donc nécessaire d'en parler et de l'étudier. Non pas parce qu'elle nous informerait sur la sexualité des élites, qui en soi n'est que l'expression d'un désir universel autour duquel on a fait sauter toutes les barrières civilisationnelles. Ce qui est intéressant politiquement, c'est plutôt qui fait sauter ces barrières, dans quel but, de quelle manière, avec quelle complicité, et sous l'égide de quelle idéologie. Pour rappel, Ghislaine Maxwell sera entendue par le Congrès américain le 9 février 2026. Évidemment, il y a peu de chances que l'audition se focalise sur les éléments évoqués dans cette vidéo. Quant aux journalistes professionnels, il y a bien longtemps déjà que leur activité n'apporte plus rien au débat intellectuel et politique. Il est donc hors de question de compter sur eux pour porter un regard éclairant sur la réalité. Il faudra donc à l'avenir que tous les commentateurs politiques hors système médiatique institutionnel continuent le travail sur cette affaire, sans se focaliser outre mesure sur les fusibles livrés en pâture, sans se laisser distraire par les contre-feux, sans s'engager dans des voies de garage, et sans jamais non plus cesser de rappeler l'essence du réseau Epstein, à savoir la défense d'intérêts judéo-israéliens par un réseau de chantage politique. C'était le fait politique du moment. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la pour lui donner de la visibilité. Et comme toujours, le désaccord argumenté est le bienvenu en commentaire. Merci de votre attention et à bientôt.